Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2025. J'ai le plaisir d'inviter, de recevoir sur UPR TV quelqu'un qui commence à être un habitué, d'ailleurs, si j'ose dire. C'est Sébastien Béraud, que l'on connaît, qui... je vous ai invité la première fois, je crois que c'était au 2 février 2024. Ça va bientôt faire un an. Oui. Sébastien s'était fait remarquer pour avoir mis les pieds dans le plat d'une façon qui reste dans les annales quand même. C'était sur CNews, quand l'un des journalistes avait dit mais comment on peut faire face à l'agriculture, parce que j'ai oublié de préciser, mais on connaît maintenant qu'il était éleveur, notamment en Haute-Loire, c'est un Alti-Ligérien, et donc il défendait déjà à l'époque, il avait été invité pour parler des questions d'élevage en France et du mal-être de l'agriculture française. Et donc, Sébastien Béraud avait mis les pieds dans le plat en disant ben voilà, c'est très simple, ce qu'il faut, c'est le Frexit, sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça avait fait sensation. Et c'est là que je vous avais contacté pour vous inviter à venir ici. Grand bien, d'ailleurs, c'était de venir ici, puisqu'il lui est arrivé le même sort qu'à moi, c'est-à-dire qu'il a été plus jamais invité. Voilà. Alors là, je l'ai invité, et je l'avais réinvité, je vous avais réinvité, je crois que c'était le 18 novembre de l'année dernière, donc c'était il y a un mois et demi, donc vous devenez un habitué, parce qu'il y avait déjà des mouvements à l'époque, et là, je l'ai réinvité, puisqu'il y avait donc... L'année dernière, vous m'aviez dit, si je remontais à Paris, que la porte était ouverte. Voilà, donc, vous voyez, la porte est ouverte. Là, la prochaine fois, il faudrait que je descende en Haute-Loire et que vous me... C'est moi qui vous ouvrirai ma porte. C'est vrai, exactement. Et donc là, il est venu parce qu'il y avait cette fameuse manifestation, on allait voir ce qu'on allait voir, les blocages, etc. Donc on va en parler. Et il est venu avec un ami à lui qui s'appelle Nicolas Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc je vous ai vu, vous avez été invité, je crois, sur Géopolitique Profonde en même temps que Sébastien. Et donc vous, alors vous avez une particularité extraordinaire, c'est que vous êtes belge en fait. Désolé. C'est pas une histoire belge. Vous êtes belge et vous êtes un peu gilet jaune belge, on pourrait dire. Complètement gilet jaune belge et activiste en Belgique, même avant ça. Et donc aussi président d'une association qui a disparu maintenant puisque l'État n'en a plus voulu, puisqu'on était un peu trop embêtant. Et donc, ouais, mais bon, je suis bien connu en Belgique pour faire de l'activisme. D'accord, donc vous êtes un activiste belge connu et vous êtes venu donner un petit coup de main à Sébastien et aux agriculteurs qui allaient donc monter à Paris pour bloquer Rungis, pour bloquer en protestation contre la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, signature dont je rappelle qu'elle a été actée lors d'un voyage il y a 3 semaines de Madame von der Leyen à Brasilia. Mais ça n'est pas, tout n'est pas terminé, ça ne fait que commencer, puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, lorsqu'on signe un traité international, il faut qu'ensuite ce traité soit ratifié. Et là, la ratification, ça va être une autre paire de manches. Alors, il y avait en tout cas vous aviez appelé, pas seulement vous, qui est-ce qui avait appelé ? Non, c'est la coordination rurale qui a appelé. C'est la coordination rurale. C'est M. Marc Adal, et j'avais fait un live il y a 3 semaines, un mois, et il m'avait dit, si on monte à Paris, est-ce que tu seras prêt à monter et à faire l'appel ? Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc il y a une semaine, il m'a dit, bon, je fais l'appel le jeudi, et toi tu fais l'appel le vendredi. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas toujours très familiers, rappelez-nous un peu les 3-4 syndicats principaux en France. Donc la toute puissante FNSEA. Donc la FNSEA, c'est, on pourrait dire, même si c'est une caricature, c'est quand même un peu les très gros agriculteurs. Oui, c'est les gros céréaliers de la couronne de Paris. C'est une caricature, parce qu'il y a aussi les plus petits agriculteurs. Oui, parce qu'ils sont très bien structurés, et vu que... Voilà. Ils gèrent un peu tout le système, donc ils sont à la MSA, ils sont au Crédit Agricole, ils sont partout dans les coopératives, donc il en faut un peu partout sur l'échelon national. Donc enfin, ça, c'est la FNSEA. En gros, la FNSEA serait, disons, proche des Républicains, Républicains et de Macron aussi. Et de Macron. Ah oui, parce que M. Rousseau est très, très ami avec Macron. Voilà, c'est une grosse fortune, je crois, M. Rousseau. Oui, c'est la plus grosse exploitation de France. Voilà. Donc là, c'est les agriculteurs version ceux qui roulent en Mercedes. C'est la mafia dans la mafia, je dirais. Après, donc, on a la Confédération paysanne, qui est ralliée à l'extrême gauche, à la gauche, comme ça. Et après, on a la coordination rurale, dont j'en suis le plus proche, puisque j'avais monté 2 listes aux élections Chambre d'agriculture avec eux en 2014 et en 2019. En tant qu'indépendant déjà, pour essayer de ramener les voix des indépendants à la coordination rurale, parce qu'il y a quand même 60% d'agriculteurs qui sont indépendants,
qui ne veulent plus voter. C'est un peu comme dans les partis politiques, quand il y a des élections, il y a 50-60% des personnes qui ne veulent pas voter parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Et en agriculture, c'est le cas. Donc j'ai toujours été plutôt... Il n'y avait pas le MODEF qui existait? Le MODEF, oui, mais il est insignifiant. Il n'est pas dans tous les départements. Ah d'accord. C'était le bras des communistes dans les années 60. Oui, c'est ça. Et ça a périclité un petit peu. Voilà. Donc on a trois gros syndicats. Voilà, donc on va avoir les élections chambre à la fin du mois. Et celui qui gagne, qui a plus de 50%, il a le jackpot. Il a 15 millions d'euros par an pendant 5 ans. Les élections pour son syndicat. Pour son syndicat. Celui qui a le plus de voix. Voilà. Et donc c'est un peu la guerre, là, vous comprenez, à 3 semaines des élections en chambre, eh ben, la CR, la coordination rurale, elle aimerait bien remporter le morceau. Vous pensez qu'elle pourrait passer devant le FNSEA? Je ne pense pas, parce que pour vous expliquer, je ne crois pas en ce mode de scrutin, parce que c'est un scrutin qui va durer une semaine. Sous pli cacheté, on envoie par postal, et pendant 2-3 jours, on ne sait pas où elle passe l'urne. On ne sait pas si elle est à la préfecture ou si elle est à la chambre d'agriculture sortante. Et ce qui est bizarre, c'est que souvent la FNSEA gagne avec 52% des voix. Non, mais le problème, c'est qu'après les voix, elles sont divisées entre la coordination rurale et la confédération paysanne. Mais on doit pouvoir recompter les bulletins. Mais oui, mais le bourrage d'urne, vous savez, moi j'ai pas confiance du tout, mais il n'y a pas que moi. Hein. Et le problème, il aurait fallu que la... Dites-moi, est-ce qu'il y a un vote par Internet en plus? Non, pas pour le moment. Parce que nous, les agriculteurs, on est un peu arriérés dans notre milieu rural. On n'a pas toujours Internet, ou ça passe pas toujours bien. Le CNJA, les CDJA, c'est la FNSEA. Ce sont les jeunes. Voilà, c'est 2 syndicats qui sont représentés en un. Moi, je trouve que c'est dommage que la Confédération paysanne et la coordination rurale, et même qu'ils soient un peu divergents sur leurs idées, il aurait fallu qu'ils fassent qu'une entité pour faire tomber la FNSEA. Ça serait jouable. Ah oui, mais alors la Confédération paysanne, c'est plutôt proche de LFI, on peut dire, c'est ça hein? Oui, puis... socialiste, LFI... socialiste, LFI, ce sont des petites exploitations en agriculture biologique que je ne critique pas. Mais le problème, ils sont divisés en deux. Il y a un peu ceux qui veulent travailler à l'ancien temps avec des bœufs. Voilà, à un moment donné, il faut évoluer avec son temps. On ne va pas revenir à l'agriculture où on était 2-3 millions d'agriculteurs avec 10 hectares chacun. Maintenant, malheureusement, on est 350 000. Moi, j'aimerais qu'on remonte à 1 million, mais c'est impossible. On voit bien qu'avec l'Europe, comme c'est fait, on ne peut pas. Donc, et la coordination rurale dont vous êtes proche, eux, c'est quoi? C'est plutôt proche du RN? Voilà, RN, Zemmour, Bardella. Voilà, ouais, c'est ça. Parce que il faut dire que la coordination rurale est très bien implantée dans la 47, dans le sud-ouest, dans le 47, parce qu'ils sont partis du Gers, la coordination rurale. Et c'est vrai que la seule chambre d'agriculture qu'ils ont, la coordination rurale, donc elle est dans le 47, et M. Bousquet, qui en est le président, il n'y a pas longtemps, il a fait venir Bardella, parce que lui, il arrête, et il veut devenir député RN. C'est son problème. Et il se sert un peu du monde agricole pour le devenir, je trouve que c'est dommage. Alors, si je résume bien, pour les gens qui nous écoutent, on a en fait 3 grands syndicats. La FNSEA, c'est Macron, LR, Wauquiez, etc. C'est une espèce de Barnier, Bayrou, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu manifester, parce qu'ils ont leurs copains qui sont venus au gouvernement, au ministère de l'Intérieur et au niveau de la Justice. Retailleau et Darmanin. Voilà, des poids lourds des LR, copains avec Wauquiez il n'y a pas tant longtemps que ça. Même si Darmanin, il a tourné un peu sa veste. D'accord, donc ça, entendu. Donc la Confédération paysanne, eux, c'est LFI, etc. La coordination rurale, c'est RN, Zemmour, etc. Donc, en fait, aucun des 3 ne veut sortir de l'Union européenne. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ah, ils sont tous pour l'Europe. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis parti un peu de la coordination rurale, parce que c'est pas possible. Vous connaissez ma position vis-à-vis de l'Europe. Le problème, en plus, regardez, ils viennent nous signer le Mercosur. Et chaque année... C'est pas eux, c'est Mme von der Leyen qui a signé. Si, parce qu'en fait, la FNSEA... elle est représentée au niveau du COPA-COGECA, c'est-à-dire que c'est une grande institution syndicale. Vous allez dire Copacabana. C'était presque ça avec le Brésil. Non. Le COPA-COGECA, il représente tous les gros syndicats d'Europe, donc la FNSEA en France et ailleurs, pareil. Et c'est eux, avec l'Europe, avec von der Leyen, qui vont signer les accords de libre-échange. En fait, Rousseau, en France, il a l'équivalence d'être ministre de l'Agriculture. C'est la même puissance. Ils ont une puissance de feu. La FNSEA, c'est une puissance de feu. Rousseau, il est président du groupe Avril. C'est ce qui regroupe toutes les coopératives, toute l'industrie, tout le cartel de l'agroalimentaire. Parce qu'en fait, Rousseau, en ce moment, il est en train d'acheter des terres au Brésil. Donc, il a tout intérêt à ce que le Mercosur soit signé. Parce que les entreprises, les grosses coopératives qui sont dans le monde entier,
elles gagneront. Rousseau avec son groupe Avril, toutes ces importations vont passer par ces coopératives qui sont dans le monde entier et il gagnera toujours autant d'argent en sortie. Par exemple, on a le groupe Lactalis qui a mis 300 producteurs laitiers sur le bord de la route en France. Pourquoi? Parce que cette entreprise, elle a implanté en Argentine. Donc l'Argentine, c'est le Mercosur. Et en Argentine, l'État argentin a décidé de développer la production laitière à l'exportation. Donc ils ne sont pas fous. Lactalis, ils sont déjà implantés là-bas, donc ils vont lâcher du lait en France pour importer du lait d'Argentine, mais ils ne vont pas faire venir du lait parce que le lait c'est 99% de l'eau, ça coûterait trop cher, donc ils vont fabriquer leurs produits finis là-bas comme ils font en France, avec des normes et un coût de production bien moins élevé, et au final ils seront bien plus compétitifs chez nous. Donc les entreprises laitières qui sont chez nous, Sodial et Bongrain, ils ne vont pas être compétitifs. Donc eux aussi, ça se peut qu'après ils vont partir là-bas en Argentine, au Brésil. Parce que moi qui suis allé au Brésil il n'y a pas longtemps, le Brésil, ils arrivent à nourrir actuellement 2 milliards d'habitants et ils sont 200 millions. Donc ils ont un pouvoir de frappe énorme sur le marché mondial. Pas maintenant les 2 milliards, potentiellement 2 milliards. 2 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ils ont un potentiel d'1 milliard de plus parce qu'au Brésil, il faut y aller pour le croire, il y a déjà 60% de forêt amazonienne, donc ils repoussent tout, ils déforestent au maximum. Ils mettent du soja, ils mettent du maïs et ils ont la particularité, vu qu'ils ont un climat le top, ils arrivent à faire 3 cultures la même année, ils ne gèlent jamais. Nous, chez nous, on a du mal à en faire une. Et chez moi, en Haute-Loire, on a du mal à faire des cultures, d'ailleurs. Et donc, là-bas, ils ont un potentiel énorme. Ils arrivent à faire un blé, un maïs et un soja derrière. Et tout ça, déjà, ça vient en France depuis l'après-guerre. Le soja, on a toujours entendu parler du soja américain, du soja brésilien. C'est quand les Américains ils sont soi-disant venus nous sauver en 1945, on a signé des accords qu'en Europe, il ne fallait pas faire de protéines, il fallait la laisser faire de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, si je vous comprends bien, j'essaie toujours de résumer, de simplifier un peu pour que tout le monde comprenne bien le problème. En fait, le monde agricole a des intérêts très différents. Entre les petits exploitants agricoles, comme vous par exemple, un petit éleveur, etc., qui lui voit sa survie menacée directement par l'accord de libre-échange avec le Mercosur, il y a quand même toute une série d'agriculteurs, d'exploitations agricoles dans l'élevage, dans les céréales, etc., qui risquent tout simplement d'être obligés de mettre la clé sous la porte. Mais oui, parce que déjà, il y a un an, quand j'étais venu, on était déjà en train de mettre la clé sous la porte. Je me rappelle très bien. Donc aujourd'hui, c'est encore pire. Et au même moment, en même temps, comme dirait l'autre, il y a d'autres agriculteurs qui, eux, ont intérêt à cet accord de libre-échange. Ils sont beaucoup moins nombreux. Ce sont des très grandes fortunes qui, en fait, sont plutôt des traders, comme on dit maintenant, des commerçants qui vont aller jeter de la terre au Brésil, pas cher, pour refourguer l'alimentation en France. Par exemple, Rousseau, président de la FNSEA, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors comme BlackRock et Vanguard, qui achètent des terres en Ukraine. Mais c'est des gars, ils ont tellement de gagner de l'argent en France, parce que ces râliers, il faut dire, ils ne sont pas à plaindre. Surtout dans la couronne de Paris, c'est de la très très bonne terre. Là où ils ont fait tout le tour de Paris, c'était les meilleures terres de France. C'était la terre... C'était la terre ukrainienne qu'on dit que c'est la meilleure terre d'Europe. Nous, en France, c'était la Champagne. Voilà. Et puis, on a l'autre problème, c'est l'Ukraine. Il ne faut pas l'oublier de dire. Parce que cette année, les céréaliers, on produit à peu près 25% de moins. Donc, le prix des céréales aurait dû être plus cher. Eh bien, non. Ils font rentrer des céréales ukrainiennes à 110, 120 euros la tonne, alors que chez nous, il faudrait au moins 250 euros pour s'en tirer, pour empêcher que le prix augmente. Donc... en fait, sans droit de douane et sans quota, puisque l'Ukraine est considérée quasiment comme un membre de l'Union européenne fantôme. Ce qui est fou, c'est que l'État français, il n'a pas d'argent pour donner à ses agriculteurs, parce que l'année dernière, on a obtenu 200 millions d'euros pour 350 000 exploitations. Donc ça fait pin-up à la sortie. Par contre, on a trouvé... Peanuts. On a trouvé 15-20 milliards d'euros pour l'Ukraine. Donc c'est pour ça que sûrement ils leur fourguent leur blé en échange. On a trouvé 15-20 milliards d'euros pour les JO, les Jeux Olympiques. On en trouve d'argent quand il faut. Ouais, pour le Covid, on a balancé 600 milliards pour le quoi qu'il en coûte. Et il n'y a jamais d'argent pour les agriculteurs alors qu'on est là pour vous nourrir. On est la souveraineté alimentaire. Et s'il n'y a pas d'agriculteurs, normalement, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie. Alors c'est pour ça qu'ils veulent remplacer le modèle agricole français par un modèle d'importation ou par de la nouvelle agriculture en laboratoire à partir d'intelligence artificielle, en multipliant des cellules souches. En fait, nous, les agriculteurs, ils n'en veulent plus, ils veulent nous remplacer. Et ça, c'est l'Europe, c'est Van der Leyen. Parce que ce qu'ont subi, nous, les agriculteurs français, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne.
Pour les petits exploitants Voilà, pour les petits. traditionnels. Parce que les gros, souvent, ils font plus de la matière alimentaire, ils font de la méthanisation, ils font des champs de céréales pour faire du biogaz, ou ils font des biocarburants, parce que l'Europe, elle est en train d'imposer 30% d'énergie renouvelable en France, mais ça doit être pareil en Allemagne. Et cette énergie renouvelable, ils veulent que ce soit les agriculteurs qui la fassent. Donc en fait, le mal de l'agriculture, il vient bien de l'Europe, puisque c'est eux qui nous imposent cette norme. Et vu qu'ils savent qu'on va faire les 30%, parce que ça sera sûrement plus juteux, eh bien ils vont compenser cet agriculteur qui sera plus en France ou en Europe par des importations d'Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas dans l'Europe, ou par des importations du Mercosur. Mais il y en a plein d'accords. Je crois qu'on est en accord avec 99 pays dans le monde. C'est impressionnant. Par exemple, les brebis en France, elles ont disparu. Il n'y a quasiment plus de moutonniers depuis qu'on importe de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Parce que moi, j'ai un copain, par exemple, il fait cuistot dans une maison de retraite à côté de chez moi, et on discute, je dis, tu prends en moyenne de l'agneau d'Haute-Loire? Il m'a dit, mais je peux pas, il faut qu'on fasse le repas du matin, du midi et du soir pour 3 €. Donc on ne peut pas mettre des produits locaux, on nous dit tous les jours, consommer local, mais le local, ça a un coût par rapport... Donc l'agneau d'Haute-Loire, il ne peut pas aller dans les restaurations rapides qui sont les écoles, qui sont les maisons de retraite, qui sont les hôpitaux. On importe de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui va passer 3 mois sur un paquebot et après on nous dit qu'on pollue, mais c'est tout de la fumisterie parce que ça pollue bien plus en venant de Nouvelle-Zélande. Donc ils ont fait tomber la production de moutons, et ils vont faire tomber la production de lait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et la production de viande, parce que dans ce fameux accord du libre-échange avec le Mercosur, il y a beaucoup d'importations de viande bovine. Alors que nous, en France, on a des super races, on a la charolaise, la limousine, la blonde aquitaine, j'en passe, on a la meilleure viande au monde, il ne faut pas avoir peur de le dire, la Salers. Et là-bas, moi je les ai vus au Brésil, c'est des zébus, ils sont pointus comme ça, ils sont maigres, mais ils consomment beaucoup d'hormones de croissance. Donc, ils arrivent à avoir des vaches plus rapidement, des coûts de production bien plus faibles, donc ils seront bien plus compétitifs que nous. Donc, chez nous, la restauration rapide, eh bien, ils ne vont pas pouvoir consommer de la charolaise à Salers, ils vont consommer de la viande là-bas parce qu'elle ne sera pas chère. Alors, ce qui est dramatique dans ce que nous dit Sébastien, parce que là, on en parle de façon presque un petit peu en riant par moment, mais c'est pas drôle du tout, parce qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est premièrement un problème sur la qualité gustative des aliments. Parce que effectivement, comme vous le dites, les viandes de bœuf en France sont particulièrement réputées, et puis aussi les agneaux, etc. Donc maintenant, on va faire venir des produits de l'autre bout du monde. Donc il y a un problème sur la qualité gustative des aliments, de leur composition. Vous dites qu'ils sont gavés d'hormones ou de... Oui, et puis c'est de la viande, elle va mettre 3 mois pour venir. Donc ça va être sous sac gazéifié. C'est pas bien bon tout ça. On ne sait pas ce qu'ils y mettent dedans pour conserver cette viande. Oui, avec des conservateurs chimiques, etc. Voilà. Donc déjà, il y a le problème de la qualité gustative. Deuxièmement, il y a un problème absolument fondamental qui est ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Parce que tout ça, tous ces raisonnements tenus par l'oligarchie mondialiste, etc., tous ces raisonnements sont fondés sur l'idée que le monde ça sera toujours parfait. Il n'y aura jamais de conflit, il n'y aura jamais de guerre, il n'y aura jamais de révolution, il n'y aura jamais de je ne sais pas quoi, de blocage des transports, etc. Donc le problème, c'est qu'on va dépendre donc de plus en plus de provisionnements étrangers pour nourrir la population française. On l'a vu avec le Covid, quand il y a eu 1 ou 2 mois de confinement, eh ben, il n'y avait rien plus qu'arrivé en France et on n'avait même pas de masques, on n'avait même pas de médicaments, parce que les médicaments n'étaient plus fabriqués en France, ils devaient venir d'Inde ou de je ne sais pas d'où. On était en rupture de stock parce qu'il n'y avait plus de paquebots, il n'y avait plus d'avions. Et le jour où ça risque de revenir, un virus, on n'est pas à l'abri avec les guerres bactériologiques. Eh bien, si on n'a plus d'importation, parce qu'aujourd'hui, le consommateur français, il consomme 70% d'importation. Surtout en viande, comme je vous ai dit, d'agneau, en volaille. Il n'y a quasiment plus de volailler en France, ça vient d'Ukraine ou du Brésil. On trouve de la volaille de louer quand même. Oui, mais ça représente 15-20% de la consommation, parce que maintenant, la volaille, il y en a partout. Quand vous consommez, vous voyez bien, les kebabs, c'est tout à base de volaille, souvent, parce que c'est de la viande qui n'est pas chère. La viande de porc aussi, c'est pas cher, mais tout ce qui est viande bovine, viande de veau, c'est plutôt cher, donc on en consomme de moins. Le problème, c'est le portefeuille du consommateur. Donc ils veulent se nourrir à pas cher, donc c'est souvent des importations. Donc 70% est importé. Donc déjà,
C'est fou, parce que nous, on ne sait pas quoi faire de nos produits agricoles. Souvent, ils ont une valeur ajoutée bien meilleure, donc plus chère. Donc ça part dans des pays où ils ont de la monnaie, par exemple, la Chine, tout ça. Donc nous, ce qu'on produit, ça part à l'étranger. Donc les charolais, le vent de salaire, ça va partir maintenant à Pékin. Mais déjà, il faut faire des larmes du tigre. Là, ou même, je trouve que c'est déloyal, parce que même nos petits veaux, nos broutards, limousins, charolais, ils vont en Espagne ou en Italie s'engraisser aux hormones, pourtant on est dans l'Europe, alors que chez nous c'est interdit, mais tant mieux, il vaut mieux que ce soit interdit. Mais c'est quoi cette Europe? Pourquoi en Italie et en Espagne ils ont le droit de mettre des hormones de croissance, ils ont le droit à tel ou tel désherbant, que nous on n'a pas le droit à des produits phytosanitaires? Oui, parce que l'Europe est fondée sur la libre circulation des mouvements de marchandises et de capitaux, donc c'est présumé pouvoir être commercialisable partout, alors que par exemple en France, le lobby des consommateurs s'est battu pour justement, ou des écologistes d'ailleurs, s'est battu pour qu'il n'y ait pas d'hormones, pour qu'il n'y ait pas de ci, pour qu'il n'y ait pas de ça. Tant mieux, mais voilà, ça date d'il y a 20 ans, oui, ça. Mais le problème, c'est que c'est la double peine pour les agriculteurs. C'est le problème qu'ils demandaient pour le Mercosur, c'est ce qu'ils appellent les clauses miroirs. C'est-à-dire que ce qui est exigé des producteurs en Europe devrait être exigé aussi des producteurs en... C'est impossible. On le voit, même en Europe, on n'y arrive pas. Alors exiger en Espagne, en Italie. Et cette viande, elle retourne sur les étals françaises, où il y a écrit « né en France ». Et ça a été élevé aux hormones. Vous avez vu l'escroquerie qu'il y a? Oui, c'est comme, vous savez, quand vous achetez une chemise avec marqué Made in France, souvent, la seule chose qui soit faite en France, c'est le fait d'avoir cousu l'étiquette Made in France sur la chemise. Elle a pu être fabriquée au Bangladesh. Donc là, il y a écrit « né » et « abattu en France ». Sauf que la période où ils ont avalé des hormones, c'est pas en France. Même c'est une escroquerie. Sa belle vie, en fait. Sa belle vie. Donc, résumons, premièrement, la qualité des aliments qui est en déclin, qui risque d'être en déclin, avec des injonctions, des adjonctions de toute une série de conservateurs, etc., et de produits chimiques, ce qui est le contraire de ce que souhaite la population. Deuxièmement, le problème de l'autosuffisance alimentaire, parce qu'un jour risque de venir où la France dépendra à 90% de son approvisionnement. C'est la famine. Et là, ça veut dire des rétorsions possibles, d'ailleurs, de la part des pays qui nous fournissent. Il faut toujours voir le propre d'un homme d'État, ça doit être de voir à long terme ce qui pourrait se produire de négatif. C'est pas toujours de penser que tout va être pour le mieux dans le meilleur du monde. C'est pas un monde de bisounours. Donc normalement, un chef d'État doit toujours avoir à l'esprit les questions d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance vestimentaire, parce que c'est la même chose. Pareil. Pour les vêtements, comme je l'ai dit souvent, s'il y a des blocages dans les détroits de Malacca ou de Singapour, comme presque tout va venir maintenant de Chine pour les vêtements ou du Bangladesh, on va redevenir les sans-culottes, mais au sens étymologique du terme, parce qu'on ne pourra plus se vêtir avec des produits fabriqués en France. Eh bien, une troisième chose, c'est l'identité d'un pays aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que vont devenir les agriculteurs? Et surtout que la France était quand même... avant de rentrer dans la PAC, en 92, l'agriculture française, c'était la première européenne et la deuxième mondiale. Ah ben je me rappelle très bien. Moi j'étais à la direction des relations économiques extérieures à Bercy, donc pour le commerce extérieur. On avait fait une plaquette qui était en français, en allemand, en anglais, en chinois, etc. J'avais beaucoup tenu à ça. Et où on exposait toutes les grandes qualités de la France, en quoi la France était une grande puissance. C'était formidable. À l'époque, il y avait l'Airbus, il y avait le TGV, on était encore sur le Concorde, il y avait les centrales nucléaires, il y avait l'automobile où on était un des principaux en matière automobile, il y avait la construction navale, il y avait l'agriculteur, et on disait que la France avait la première ou la deuxième industrie agroalimentaire du monde. Parce elle mangeait comme il faut, avec les guides Michelin, tout ça, tous ces cuistots, c'est la référence mondiale, l'alimentation, la nourriture agricole française. Ils vont faire quoi dans quelques années, quand on n'aura rien plus à manger? Ils vont le faire avec de la viande importée, avec... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un sujet essentiel, qui touche vraiment à tout, en fait, à ce qu'on mange, si on va pouvoir manger, et aussi à ce que l'on est, en fait. C'est-à-dire, est-ce que la France, qui depuis la guerre des Gaules, du temps de Vercingétorix et de Jules César, lorsque les Romains sont arrivés, c'était justement parce que la Gaule avait des terres arables et où il y avait une forte production, et c'était les Romains qui avaient bien compris que c'était une grande puissance agricole. Donc si la France n'est plus une grande puissance agricole, on va bientôt plus avoir nos yeux que pour pleurer. Et tout ça se produit, en fait... À quoi sert le ministre français de l'Agriculture? Rien. Mais tous les ministres ne servent à rien en France. Vous êtes d'accord? Mais oui. Ça, il faut le dire. On a des économies en France. Moi, je les ai trouvées, des économies. On enlève ses ministres, on enlève l'Assemblée nationale et le Sénat.
On a plus d'élus politiques en France que l'Amérique. Et l'Amérique, c'est un pays, ils ont 5 fois plus d'habitants que nous, ils sont 10 fois plus grands que nous. Il y a bien un problème. Et surtout que nous, on n'est pas gérés. C'est l'Europe qui gère tout. Et qui gère avec des lobbies, comme avec, par exemple, le président de la FNSEA. Ah ben oui. Et pendant ce temps-là, Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture, elle se plaint d'avoir abîmé ses escarpins Gucci à 500 € la paire de godasses. Mais ils sont ridicules, les politiques. Ils ne montrent pas le bon exemple. L'année dernière, ils se sont augmentés alors que nous, on crève de... On n'arrive pas à joindre debout. Ils ne montrent vraiment pas l'exemple. C'est facile de trouver de l'argent en augmentant les impôts. Puis ce qui est grave, c'est que nous, en France, on est le pays le plus taxé, où on a le plus d'impôts. On sait. Et les Français, les agriculteurs, on demande de pouvoir vivre, on ne peut pas. Alors, Nicolas, vous êtes belge. Ouais. Donc, vous n'êtes pas agriculteur, mais vous êtes activiste. Qu'est-ce que vous êtes venu donner un coup de main? Comment ça se passe en Belgique? C'est pareil qu'en Belgique, en Allemagne, en Hollande, c'est exactement pareil. Il y a eu des grosses manifestations aussi qui se sont déroulées dernièrement. En Allemagne, en Hollande, ils ont même tiré à balles réelles sur les agriculteurs. Ah oui, carrément. Là, il y a eu même des blessés. C'était le gouvernement Rutte. Oui, qui est devenu responsable de l'OTAN. Secrétaire général de l'OTAN à la place, effectivement, on voit vers où on veut nous amener. Il y a aussi des guéguerres entre les syndicats des agriculteurs en Belgique. On a vraiment deux syndicats en Belgique. Il y a la FJA, qui sont les jeunes agriculteurs, qui sont beaucoup plus mordants. On voit qu'ils sont beaucoup moins politisés et qui veulent beaucoup plus vivre de leur métier. Et c'est ça que... Il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça, c'est que tout se politise. Et quelque part, il y a deux choses qui ne devraient pas être politisées ni rentrer en bourse. C'est la santé et l'agriculture. Parce que c'est des choses essentielles à la vie. Donc la santé, donc tout ce qui est soins et tout ce qui est alimentation ne devrait pas normalement fluctuer sur les marchés boursiers. Et on voit maintenant que le grand problème aussi, c'est qu'on va perdre le savoir-faire des agriculteurs. Parce qu'à un moment donné, parce qu'on les pousse à faire faillite ou à se pendre, parce qu'il y a énormément de suicides chez les agriculteurs, à un moment donné, quand toutes ces personnes vont partir et qu'on va devoir renouveler par les jeunes, mais qui n'auront plus l'expérience de ça, on va acheter que dans les grandes surfaces ou que dans les grandes chaînes qui sont... McDonald's et aussi derrière les grosses multinationales qui produisent du lait et compagnie. Et on n'aura plus cette diversité. Et qui dit plus de diversité dit aussi beaucoup de maladies qui vont se créer aussi. Je viens ici en Belgique, on vient de créer il vient de construire une nouvelle usine pour faire du fromage italien. Donc ils font On fait du fromage italien en Belgique. Oui, voilà. Donc c'est le petit fromage rond là, dans de l'eau. Ah oui, une espèce de mozzarella. Oui, c'est ça, une usine de mozzarella en Belgique, énorme. Ah bon ouais. Mais c'est avec du buffle Normalement, oui, mais là, ce sera avec les vaches laitières belges. Ah, c'est une fausse mozzarella. Voilà. C'est une fake news. Donc, mais bon, dans le temps où j'ai travaillé dans le transport, j'allais livrer dans les laiteries en Bretagne où est-ce qu'ils fabriquaient du comté. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est... Alors, dites-moi, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Donc, vous avez la coordination rurale, a voulu protester, mais donc, si j'ai bien compris, je pense que tout le monde est bien au clair, au nom d'une partie seulement des agriculteurs, puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord pour être contre l'accord du Mercosur, même s'il y a une majorité d'entre eux qui sont contre. On est d'accord avec ça? Si, je pense que tous les agriculteurs français sont contre. Même la FNSEA? Non, pas les dirigeants. Ah, voilà. Mais la base, ils sont contre, parce qu'on voit bien que ça va trop loin, la connerie. Donc, alors vous avez fait une manifestation, vous deviez bloquer Rungis, vous deviez... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que ça a été un flop, parce que dès le départ, je pense que la date n'était pas bonne. C'était trop près du jour de l'an, ça n'a pas eu le temps d'être préparé. Moi, je pense que ça a été plutôt un coup de com' avorté pour les élections chambres. Parce que la campagne des élections chambres, elle commence ce soir, le 7 janvier. Ah, voilà. C'est quand même bizarre, tout ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça renforce le pouvoir de la FNSEA, tout ça. Ils vont rigoler. Macron aussi, il va rigoler. Ils ont sorti les blindés. C'est sûr qu'il y a eu une disproportion des forces de l'ordre par rapport au nombre d'agriculteurs. Moi, j'étais sur un petit groupe, il y avait 3 tracteurs, il y avait 4 blindés, là, les nouveaux Centaur, 14 tonnes. Ça a beaucoup fait jaser. Ah oui, avec des gros pneus, ils ont vite fait des kilomètres, presque aussi vite qu'une voiture. Ils sont arrivés là, ils avaient peur.
Mais je trouve qu'on n'est pas des assassins. Les centaures, il devrait mieux les mettre là où il y a dans les quartiers à Marseille, là où il y a de la drogue, là où il y a de la tuerie. Nous, les agriculteurs, on n'a jamais tué personne. C'est ça qui est quand même lamentable. Voilà, ça c'est sûr que c'est lamentable. Mais à vrai dire, on ne peut pas bloquer Paris aussi avec 50 tracteurs. Je pense qu'il a manqué d'organisation, de structuration, un plan A, un plan B. En fait, ils ont trop averti le lieu où ils allaient arriver. C'était un cul-de-sac, ils ont mis les blindés devant, ils n'ont pas pu partir. Et il faut savoir que la CR, elle n'a pas les mains longues comme la FNSEA. Rousseau, quand il appelle Macron, s'il veut aller à tel endroit, il a le droit d'y aller. La coordination rurale, elle ne peut pas. Et puis la coordination rurale, vu que c'est l'ennemi numéro 1 de Rousseau, et vu que Rousseau, c'est Macron et c'est les LR qui sont au pouvoir, ils jouent le jeu pour la FNSEA, c'est comme ça. Ils ont intérêt à ce que la FNSEA gagne, parce que la FNSEA, c'est le pouvoir, c'est le bras droit armé de l'État, il faut le dire, puisqu'ils détiennent tout. Ils détiennent tout. Ici, le pouvoir, il s'est bien exercé pendant 5 ans contre les Gilets jaunes, et il a bien vu comment il fallait intervenir pour tuer dans l'œuf n'importe quel mouvement social. Et donc, je voyais déjà d'avance comment que ça allait se passer, puisque bon, moi j'ai fait partie des Gilets jaunes, et on a bien vu que maintenant ils sont hyper organisés pour tuer dans l'œuf tout mouvement social qui va apparaître. Donc maintenant il faudra trouver d'autres moyens. On a essayé de faire tous les médias pour essayer de faire entendre la cause des agriculteurs. Donc Sébastien, vous êtes allé voir tous les médias, vous avez été... Oui, parce qu'hier, comme je savais qu'on devait aller à GPTV, et il m'avait appelé chez Mike Borowski, oui. que je salue. Oui. Il m'avait dit, c'est sûr, tu viens ce soir, Sébastien, t'es pas coincé? Mais je lui ai dit, non, je vais pas aller sur les manifs, je vais être coincé. On l'avait vu, le jour avant, on était coincé. Donc, on n'a pas resté enfermé à jouer aux cartes. On a avec mes collègues, on a dit, on va aller faire le tour des médias, des popotes. On les a tous faits, il n'y en a aucun qui nous a reçus. Seul M. Berkoff, que je salue, et il n'y a que M. Berkoff. Donc j'ai dit, tiens, je suis aussi mal vu que M. Asselineau, parce que je pense à cause qu'on parle du Frexit, et comme on parle du Frexit et que ça dérange, c'est qu'on a raison. Voilà. Alors le problème, il est qu'en effet, la situation, elle est vraiment bloquée, parce que d'une part, il y a la FNSEA qui risque de remporter les élections, professionnelles, donc il va avoir encore plus d'argent, alors que c'est déjà une pompe à finances extraordinaire. Mais on est bien d'accord que même si par un hasard extraordinaire, c'était la coordination rurale qui emportait le morceau, qui serait proche de Bardella, proche du RN, ça serait un tout petit peu mieux en apparence comme ça, mais en fait, rien. Non, parce qu'en plus, les chambres d'agriculture, c'est pas elles qui vont nous faire vendre nos produits agricoles plus chers, puisque le problème, c'est les importations, comme on a expliqué. Ou la bourse à Chicago, parce que déjà, il faut sortir l'agriculture, comme il disait mon copain, de la bourse. C'est vraiment incroyable que ce soit des traders qui ne connaissent pas un blé de riz d'un grain de blé, et qui jouent avec la vie des agriculteurs, à quelque part. Donc, les chambres d'agriculture, pour moi, c'est de l'argent gaspillé qui va servir à rien, puisque ces gens, ils détiennent rien. C'est l'administration bruxelloise et parisienne qui gère, qui dicte les lois aux chambres d'agriculture. Donc, déjà, quand les agriculteurs, on va dans une chambre d'agriculture, on ne s'y sent pas bien, parce qu'on n'est pas représenté. On a des techniciens chambres qui sont plus là pour venir nous apprendre certaines choses qu'on n'a pas envie de faire, ou nous contrôler par rapport aux boucles d'oreilles sur les vaches, ou par rapport à certaines choses. C'est les chambres d'agriculture qui font ça. Donc on a un peu l'impression d'être trahis sur le terrain par nos propres techniciens chambres, et en plus souvent c'est des techniciens qui n'ont pas été capables d'être agriculteurs chez eux, qui ont coulé un peu la baraque, et qui veulent venir nous apprendre le métier. Donc moi ça me met en rogne tout ça. Je trouve que c'est malsain. Donc moi, je vais demander à ce que les gens n'aillent pas voter aux élections chambres, parce que ça ne sert à rien. C'est un pognon de monstre qui est gaspillé pour rien. Mais il faut donner des perspectives quand même aux personnes. Mais les perspectives, c'est sortir de l'Europe. Il n'y en a pas d'autres, c'est la seule. C'est la seule. Sébastien, c'est la seule. Il faut fermer ses frontières. Mais on sera les rois du pétrole sans fermer les frontières, comme on était avant 90. Mais pourquoi est-ce que, je vous en avais déjà parlé, pourquoi est-ce que les agriculteurs français... Ils vont continuer jusqu'à quand à voter aux dernières élections européennes? Nous, on a fait, d'après les sondages post-électoraux, qui ont une petite validité, puisqu'il n'y a plus d'enjeux politiques, donc il n'y a plus tellement d'enjeux de manipulation. Nous, malheureusement, on a fait 1,1% au total, mais on a eu 3% du vote agricole. Ce qui n'est pas suffisant, ce qui n'est pas satisfaisant, compte tenu des enjeux. Et moi, je vois que les deux premiers partis politiques auxquels les agriculteurs ont apporté leur suffrage au moment des européennes, c'est d'une part la liste Bardella et d'autre part la liste Valérie Hayer de Macron.
Alors, Oui, parce que vous ne faites pas campagne à la télé. Eux, ils sont toujours sur la télé. Donc, si vous avez 90% du temps à la télé, vous ferez 90% des élections. Vous avez fait zéro. Vous avez eu zéro. J'ai eu zéro. Et donc, à la finale, vous avez eu presque zéro. Non, j'ai eu c'est beaucoup. C'est l'infini, si vous voulez. Non, mais c'est incroyable. C'est un score infini, en fait. C'est les sondages et c'est les grands médias qui font les élections. Oui, mais alors, oui, mais je sais bien. Mais le problème, si vous voulez, moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que... Ils réfléchissent pas, les agriculteurs. Mais si, normalement. Mais non, le bon sens paysan, il a disparu. Non, moi je suis d'une famille. On en avait parlé moi, dans ma famille, il y avait du bon sens paysan. Oui. Et dans le bon sens paysan, normalement, je sais pas, quand il y a des gens, j'ai vu, qui disent j'ai voté Bardella, mais Bardella, c'était le vote utile, mais pour qui? Il est jamais à Bruxelles. Je sais. Il est allé déjeuner fricoter avec Zelensky, vous avez vu, avec Valérie ailleurs. Et tout ce petit monde est d'accord pour continuer à donner des milliards à l'Ukraine. Mais on est dans les valeurs inversées partout, à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, le bon sens, ce serait que les agriculteurs, ils vivent de ce qu'ils produisent et pas des primes bien sûr, qu'ils ont de l'Europe. Donc si déjà ils avaient le juste prix par rapport à ce qu'ils produisent, gagner plus. Quand on voit que le lait il est plus ou moins à 200 €, un peu plus en ce moment, mais le problème... Mais qu'il est vendu à 1000 € le litre, parce que 10 000 en pack dans les grands magasins, il y a quelque chose... Où est l'argent entre deux? Plus, parce que c'est du demi-crémé. Ils ont pris la matière grasse et la matière protéique pour faire le fromage. Donc au final, ils nous l'achètent 400 €, il faut dire ce qu'il en est en ce moment, mais il est revalorisé à 2500 € en bout de la chaîne. Ah oui. Donc là, il y a des intermédiaires. Mais c'est sûr. C'est le cartel du lait, là. C'est comme le cartel de la drogue, c'est le cartel du lait géré par la FNSEA. L'Europe a toujours dit qu'ils allaient faire la libre concurrence et tout ça. Et vous savez qu'à Bruxelles, près du Berlaymont, il y a un bâtiment qui a été créé. Le Berlaymont, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Berlaymont, c'est la montagne, une espèce de colline, un peu comme Montmartre, une colline au-dessus de laquelle se situent les principales institutions européennes, notamment la Commission européenne, et puis il y a le Parlement européen, et il y a beaucoup d'immeubles, et il y a énormément d'entreprises qui font leur lobbying aussi. Tout à fait. Voilà. Et donc il y a un bâtiment qui a été créé par l'Europe, donc c'est des gens qui sont payés par l'Europe, et qui est là pour rassembler les entreprises, et non pas justement diversifier pour qu'il y ait de la concurrence. Ah oui. Donc il y a vraiment une institution à l'Europe qui fait pour tout rassembler, pour ne devenir qu'un pour les producteurs de lait, pour n'importe quel sujet. Remarquez bien que ce que vous dites est très intéressant, parce que c'est un truc que moi j'ai remarqué, que j'ai dit depuis des années, c'est que le principe même de la construction européenne, si vous y réfléchissez bien, il est complètement absurde, puisque à la fois ils disent qu'ils luttent en faveur, ils sont pour la concurrence pure et parfaite, ils luttent. Mais l'idée qui est sous-jacente, c'est que tous les 27 pays doivent avoir les mêmes réglementations au bout du compte dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contre la concurrence. Tout à fait. C'est complètement absurde dans son principe. À la base, ça a été foiré d'entrée de jeu. Parce que si on aurait dû mettre la Russie, l'URSS, parce que c'était à l'époque, la Russie, d'entrée de jeu dans l'Europe. Déjà, c'est un pays européen, la Russie. Parce qu'on a fait la Constitution avec l'Allemagne et la France. Mais pourquoi? C'est notre frère allié, la Russie. Ils ont fait 25 millions de morts pour nous sauver. C'est pas les Américains. Mais je vous conseille vivement de regarder une vidéo qui s'appelle « Qui gouverne l'Europe ?», qui a été faite par un type qui s'appelle François Asselineau. J'ai fait ça il y a 18 ans, qui vous explique... Ah non, derrière, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont manipulé tout ça. C'est pour ça que jamais la Russie ne pourra entrer. C'est une arme de guerre contre l'Union soviétique. Ils n'ont jamais perdu la guerre, les Allemands. Puisque toutes les commissions, les grosses commissions, elles ont été gérées en loi avec Van der Leyen. Ils n'ont jamais perdu la commission. Oui, les commissions de merde, on va dire. Mais c'est les Allemands qui gèrent l'Europe. Donc ils n'ont jamais voulu, bien entendu, avec les Américains, on est tout à fait d'accord, que la Russie... Pourtant, la Russie, c'est nos frères alliés. S'il n'y avait pas eu les Russes qui arrêtaient les nazis en Pologne, moi, c'est les Russes qui ont libéré mon grand-père, qui est décédé 2 ans après parce qu'il était tellement avalé de gaz, qui ont libéré mon grand-père en Allemagne. C'est pas les Américains. OK, ils sont arrivés en Normandie, ils ont tout rasé, ils ont fait presque plus de morts que les Boches. C'est honteux ce qui se passe. Dans les années 47, 49, je ne sais plus exactement, il y a eu de la famine en France, on était au bord de la famine, et ce sont les Soviétiques qui nous ont envoyé des céréales. Mais ça ne m'étonne pas. Mais depuis, il y a combien d'années que les Russes nous ont sauvés? Donc moi, je fais un appel. Aujourd'hui, c'est aux Russes de venir nous sauver. On est comme en 1939, là. On est des résistants, nous. On est 2-3% en 1939. Ils n'étaient pas bien nombreux. Je voudrais vous dire quelque chose. Que j'ai regardé votre passage. Vous étiez tous les deux, d'ailleurs. Et vous n'étiez pas seul. Il y avait aussi d'autres intervenants chez Mike Borowski, chez GPTV. Et j'ai vu qu'il y avait un intervenant qui, si j'ai bien compris, a créé une structure politique qui est un faux-né du Rassemblement national
Et j'avoue que ça m'a quand même profondément agacé d'entendre les arguments de ce monsieur, parce que ce sont des arguments que je combats depuis 18 ans et qui sont archi-faux, mais je découvre tout le temps à quel point il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas compris. Ils disaient il ne faut pas sortir de l'UE, il faut simplement changer l'Union européenne. Alors donc, mais quand est-ce que... Enfin, ça fait 30 ans qu'on l'attend, ils ne l'ont jamais fait, ils ne vont pas le faire maintenant. Ça fait 67 ans, depuis le traité de Rome de 1957. Ça va faire 68 ans. Pour la PAC 92, moi je parle. Depuis la PAC, mais ils ne le feront jamais. Mais c'est surtout que, j'ai vu d'ailleurs ce monsieur disait, mais on peut très bien changer, il prenait l'exemple du fait qu'on pouvait changer la Constitution française. Il n'a semble-t-il pas compris que la Constitution française se change avec 3/5 des députés français et des sénateurs français, point barre. Alors que là, il n'a pas compris que changer les traités européens, il faut avoir 27 gouvernements qui sont d'accord et ensuite 27 parlements qui sont d'accord. Ça, il n'a pas compris. Au début, on aurait pu y arriver quand on était 4-5. Non, on était 6 au début, non, mais même ça ne marchait pas. Oui, mais même... C'est pour ça que le Mercosur, on va se le prendre, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir la majorité à 27, ceux qui sont contre. Alors moi, ce que j'ai dit, ce que j'aurais fait à la place de Macron, mais c'est pour ça que je ne suis pas à la place de Macron, d'ailleurs, c'est que c'est très simple. Il faudrait faire un truc à la De Gaulle, c'est-à-dire de dire, écoutez, à Madame von der Leyen, vous avez signé, c'est terminé, il n'y a plus une seule subvention qui va à l'Union européenne depuis la France. Mais pas De Gaulle, n'importe qui. De Gaulle, ça a été De Gaulle, et on n'a plus de Gaulle, je ne sais pas s'il est né en France, il va arriver un jour. Moi, j'ai pas été d'accord sur sa fin de vie de Gaulle, mais De Gaulle, ça a été un dieu pour la France. Il a retardé de 40 ans ce qui aurait dû arriver en 40, ça arrive maintenant, il faut le dire la vérité. De Gaulle, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des gens qui comprennent que De Gaulle, il serait là aujourd'hui, il n'accepterait pas Van der Leyen, il n'accepterait pas tous ces accords de libre-échange. Et le pire, monsieur Asselineau, c'est que ceux qui se disent gaullistes, les gars de LR et tout ça, ils sont pour les accords de libre-échange et ils sont pour l'Europe. Donc ils crachent sur la mémoire de Gaulle. Il ne faut pas qu'ils se disent gaullistes. Il faut qu'ils se disent vanderléistes ou je ne sais pas quoi. Moi, au départ, je me disais mieux gaulois que gaulliste. Mais maintenant, je comprends que De Gaulle, aujourd'hui, il n'accepterait pas ce qui se passe. Donc je suis un fervent de Gaulle. Mais Nicolas, la commission, normalement, elle a été faite pour vérifier si les députés européens faisaient bien leur travail et voir s'ils étaient dans la légalité et si tout se déroulait comme il faut. Maintenant, c'est plus du tout ça. Les députés européens ne sont plus là que pour... Enfin, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Mais c'est maintenant la Commission qui décide de tout au niveau de l'Europe. Et ici, avec les scandales qu'il y a eu avec l'injection et toutes les affaires avec Pfizer et compagnie, il y avait dans les articles, dans les traités européens, il y a de quoi faire pour destituer Ursula von der Leyen. Et non, ils ont tous voté pour qu'elle reste. Oui, bien sûr. Donc là, il y a aussi quelque chose qui fait qu'il n'y a plus rien qui va à l'Europe, quoi. Tout ça, c'est... Et ici, je vais finir. Dernièrement, ici, on est plus ou moins à 30 000 personnes qui travaillent autour de l'Europe. Donc à Bruxelles, il y a 30 000 personnes qui sont payées fonctionnaires européens. Ils veulent passer à 50 000. Mais avant, on avait des gens qui avaient des gros diplômes et qui étaient quand même plusieurs langues et compagnie, et qui étaient bien payés, mais qui faisaient un travail, on va dire, qui était bien fait. Maintenant, on a dégoûté ces gens de travailler. Donc on vire. Mais donc ça veut dire que ces 30 000, ils partent un petit peu à la fois. Et on remplace pour remplacer par 50 000, mais on prend que des jeunes qui sont beaucoup moins bien payés, mais qui ne savent rien. Mais le fait qu'on leur met des petites étoiles sur la veste, ils sont tout contents, quoi. D'accord, ils sont beaucoup plus malléables. Malléables, voilà. Ils sont beaucoup plus malléables. Il y a quand même eu, j'ai vu l'autre jour, là, il y a eu un discours que j'ai trouvé quand même particulièrement bien envoyé, lorsque Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est allé au Parlement européen de Bruxelles. Il y a les deux, il y a Strasbourg et Bruxelles. Là, c'était à Bruxelles, qui se reconnaît parce qu'il est blanc avec des sièges bleus. Et il y avait Mme von der Leyen. Et lui est quand même rentré dans l'art en disant que ce qui se passait, que Mme von der Leyen prenait des décisions absolument dictatoriales qui ne seraient jamais passées il y a encore 5 ou 10 ans auparavant. Donc il y a aussi fondamentalement un accord implicite de gens style Macron, style Scholz, etc. Mais c'est des dictateurs. Et en fait, ils ont été présélectionnés par les médias pour avoir... Normalement, la Commission ne devrait rien signer, ça ne devrait être que les parlementaires qui devraient voter ce qu'ils doivent. Ici, dernièrement, ils ont voté plusieurs choses, encore une fois, des choses absurdes. Hein. C'est un petit peu rigolo, mais ils vont interdire les cornets de frites et ils vont interdire les boîtes à pizza. On ne sait pas trop pourquoi, on pense que c'est pour l'écologie. Mais alors, pire encore, ils vont interdire les puffs pour les asthmatiques.
parce que le gaz risque de polluer dans l'atmosphère. Donc ils vont supprimer les puffs pour les asthmatiques. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Soi-disant pour l'écologie. Hein, les paquebots qui viennent du Mercosur, ils ne polluent pas. Là, ils roulent avec du fioul lourd qui émettent des dioxydes et des NOx. Et les jets privés de tous ceux qui vont à Davos. Mais on marche sur la tête, on est dans les valeurs inversées. Non, mais c'est vrai. Bon, écoutez, alors, maintenant, il faut conclure. Il y a quand même un petit peu de bonne humeur entre nous. Il nous reste ça, mais c'est la bonne humeur un petit peu du désespoir. Il ne faut pas désespérer. Non, il faut pas désespérer. Il faut que les Français... Est-ce que les agriculteurs français peuvent un jour se mettre dans la tête je pense qu'ils devraient voter pour le parti du Frexit? Il faut qu'on les rassure, parce qu'eux, ils pensent que du moment où on va sortir de l'Europe, on ne va plus toucher des aides. Mais enfin, j'ai expliqué ça. Mais voilà, donc on va leur dire, pour ceux qui nous écoutent, les agriculteurs, la France, elle donne 27-30 milliards à l'Europe, et on en touche quasiment 3 fois moins. Non, la moitié, disons. Non, les agriculteurs. Ah, les agriculteurs, pardon. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent dans les collectivités. Vous tapez toutes les collectivités. Donc moi, j'ai compté... Pour sauver l'agriculture française, il faut à peu près 15 milliards d'euros, comme par hasard. 50 000 euros par chef d'exploitation. Et c'est justement l'argent qu'on donne à l'Europe qui ne revient pas dans les poches. Donc justement, en sortant de l'Europe, on peut sauver les agriculteurs français, parce que tout cet argent qu'on ne donne pas à l'Europe, on pourrait le mettre dans l'agriculture française, mais en mettant vraiment un cahier des charges, pas en laissant faire les biocarburants, la méthanisation, tout ça, vraiment en faisant du local, en redynamisant l'agriculture, en mettant le paquet... Vraiment le paquet, hein, en payant de la main-d'œuvre. Je suis d'accord avec vous, mais si vous me le permettez, dans mon programme, il y a ça, mais j'en réserve quand même pas tout pour les agriculteurs. Ouais, mais il faut sauver l'agriculture. Oui, on est mort, là. Oui, on est mort. Mais l'outre-mer français, la Guyane et Mayotte, c'est quand même pas c'est assez gratiné. Il y a beaucoup d'agriculture aussi là-bas. Et puis, vous avez aussi le système de santé français. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en train de se dégrader. Un pays qui est bien alimenté avec de la bonne nourriture, déjà, il y aura moins de malades. Il y aura moins de malades. Et la sécurité sociale aussi, elle s'en portera bien mieux. On voit bien que tout est fait pour rendre les gens malades, pour les soigner avec de la pharmacie. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut que vous appeliez tous les Français, les agriculteurs français. Ça fait maintenant, ça fait depuis 67 ans depuis le traité de Rome. Ça fait depuis 1979 qu'ils votent aux élections européennes. Et ça ne fait que se dégrader. Donc il y a un truc, vous savez, c'était Rita Mae West, je crois, qui était enfin, qui est, d'ailleurs, elle n'est pas morte, c'est une activiste américaine, et qui a dit cette phrase: « La folie consiste à faire encore et encore la même chose et en attendre des résultats différents. » C'est une citation qui est prêtée parfois à Einstein, mais c'est pas non, c'est cet activiste. Il faudrait que les agriculteurs français comprennent que la folie consiste à voter encore et encore et encore pour des partis politiques qui prétendent changer l'Europe de l'intérieur, et on en attend des résultats différents. Ça sera toujours la même chose. On est d'accord. Alors, Sébastien. Le problème, quand j'en parle, ils me disent « Ouais, mais ils sont plusieurs candidats pour le Frexit. » Ils ont qu'à commencer à s'entendre entre eux, à faire qu'un parti, et on votera pour ce parti. Oui, mais bon, on vote pour le plus ancien, celui qui fait les meilleurs résultats. Voilà, c'est tout. Oui, moi, je vous dis ce qu'ils me disent. Je ne suis pas là pour prendre parti. Justement. Non, mais c'est pas ça. C'est pas vrai, en plus. Parce que moi, les gens que j'ai vus, j'en ai vu dans la rue, beaucoup de gens qui me disent maintenant, on est très bien connus. Tout à votre honneur, c'est vous qui avez décidé en premier qu'il fallait sortir la France de l'Europe. Oui, mais on est très bien connus. Mais c'est pas, ils vont pas voter pour les listes de Pierre-Paul Jacques. Les autres, ils font très très peu. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent: oui, moi, vous êtes formidable, mais moi j'ai voté. Je dis: vous avez voté pour moi? Non. Vous avez voté pour qui? Bardella, c'est ça, le problème. Manon Aubry, voilà, et un peu Marion Maréchal. Et je dis: mais pourquoi? Vous savez ce qu'ils me répondent? Alors, il y en a qui disent: ah ben j'ai voté Manon Aubry parce que moi j'ai toujours été de gauche. C'est ridicule. Mais j'ai dit: mais vous avez vu que Manon Aubry, elle a sauté au cou de von der Leyen, vous l'avez vu ça? Et après ça, je leur dis: mais pourquoi? Et les autres, ils me disent: ah non, j'ai voté Bardella parce que ça, c'était le vote utile. Mais utile pour qui et pourquoi, en fait? C'est-à-dire que le résultat des courses, c'est que de nouveau... Mais moi, j'ai voté pour vous. Mais je sais bien. On n'a pas de députés, on n'a pas d'eurodéputés qui proposent le Frexit, encore une fois. Et ça va recommencer encore dans 4 ans, les prochaines élections européennes. De nouveau, les gens diront: ah ben non, on va voter utile, on va voter pour des gens qui ne veulent pas le Frexit. Ouais, mais il faut faire quoi? Eh ben... vous savez quoi? Vous allez m'inviter en Haute-Loire pour une réunion publique, tiens, dans les 2 mois, là. Si vous voulez. Bah oui. D'abord, moi, je vous ai invité 3 fois, là. Vous m'invitez, et puis on fait un truc. Moi, ce que j'aime bien chez vous, en plus, vous connaissez très bien l'histoire de France. Vous m'avez beaucoup appris quand je vous écoute, parce qu'il faut comprendre son histoire pour savoir où on va. Ah, mais c'est un proverbe africain. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et je vous dirais, le proverbe de Sébastien Béraud, c'est que l'histoire, c'est un éternel recommencement. Absolument.
Voilà. Sans en prendre les conséquences de ce qui s'est passé avant. Voilà. Le problème, il faut... Celui qui ne connaît pas l'histoire est Ouais. condamné à la revivre. Voilà, ça, c'est c'est une ça. citation. Moi, Eh j'apprends... ben, vous m'invitez. Pas de souci. Alors, vous ne ferez pas un truc à la Wauquiez, le dîner des sommets. Non, hein. non, on n'aura pas 1000 € par tête de pipe. On fera ça à 10 € s'il faut. Voilà, et Non, on fait oui. une réunion avec tous les agriculteurs de la région là, qui viendront, et moi je répondrai à leurs questions, tiens, voilà. Et puis je peux, si vous pouvez me faire la même chose du côté de Bruxelles ou de Namur. Hein. J'en ai déjà fait des trucs là-bas. Bah, c'est-à-dire que le citoyen, l'Européen, la personne, les gens doivent se reprendre en main, déjà, de un. Parce que le temps les gens ne se reprendront pas en main et qu'ils feront confiance Il faut éteindre la télé déjà. Ouais. Il faut Oui, qu'ils ils arrêtent font d'avaler cette télé. confiance à des médias. À leur bourreau, ils font Oui, confiance. voilà. c'est ça. Ouais. C'est exactement Normal. ça. À leur Donc, bourreau. que les gens se reprennent déjà en main et qu'ils arrêtent de croire au Père Noël, et puis ça ira beaucoup mieux. Merci pour cet échange qui était quand même Oui. dynamique. Il y a et toujours puis, à dire avec des Oui, il y a paysans, toujours, absolument. Et puis à bientôt, et donc peut-être à bientôt. Ah, mais oui, en vous m'avez lancé Haute-Loire. une invitation, oui, j'assume. Pas de Et on y souci. mange bien chez les paysans. Absolument. Merci de nous le avoir moment. suivis. Et puis bon, vive l'agriculture française, et puis vive la France quand Et même. vive le Frexit. Et vive le Frexit.